Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Emmanuel Macron s'est adressé hier en fin d'après-midi à l'ensemble de sa majorité, ministres, députés et sénateurs, une sorte de discours de remobilisation à presque mi-mandat et à 6 mois des élections municipales. L'immigration a occupé une place importante dans son discours. L'immigration, a-t-il dit, est un sujet en soi qu'il faut prendre avec calme et maturité. C'est un ton nouveau qu'on n'avait pas entendu chez le président de la République. Est-ce qu'il s'agit de ne pas laisser le Rassemblement national, notamment dans la perspective des municipales, mais aussi de la présidentielle, seul sur ce terrain? Déjà un discours très clair du président de la République. Il nous a parlé pendant 1 heure sur l'ensemble des priorités pour lui, pour ce mandat, qui, vous l'avez dit, est quasiment à mi-mandat, en tout cas mi-parcours parlementaire, puisque ça fait déjà 2 ans, un peu plus de 2 ans que nous avons été élus. Et en effet, il est revenu longuement sur la question de l'immigration, en ayant un discours extrêmement lucide, extrêmement clair sur le sujet, à la fois reconnaissant peut-être encore des insuffisances sur la manière avec laquelle l'immigration était appréhendée dans notre pays et la nécessité... Avec notamment une critique de ce qu'a fait la gauche dans ce domaine, qui n'a pas voulu voir, a-t-il dit. En gros, oui, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire il faut regarder le sujet en face. Et regarder le sujet en face, c'est pas le mélanger avec d'autres sujets, parce que souvent quand on parle d'immigration, il est vite mélangé avec d'autres sujets quand c'est l'extrême droite qui s'en empare, ou alors on met un voile pudique dessus par rapport à la gauche. Donc on regarde le sujet en face, on a la question du droit d'asile notamment, et du risque de dévoiement du droit d'asile, a rappelé notre attachement indéfectible au droit d'asile, mais encore une fois, si on veut que le droit d'asile ait encore tout son sens, on ne peut pas accepter qu'il soit dévoyé et que la France soit le premier pays receveur de demandes d'asile avec des gens qui viennent, par exemple, d'Albanie ou de Géorgie, où on voit bien qu'on n'est pas dans une demande d'asile caractéristique et légitime. Donc on doit absolument affronter ce sujet, parce que si on ne le fait pas, on va le laisser à d'autres qui ne le prendront pas de la même manière, qui ne l'adresseront pas de la même manière, qui n'en tireront pas les mêmes conséquences que les nôtres. Regardez le sujet en face, c'est ce que vous dites et c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ça conduit à quoi? Ça conduit à se dire, oui, il y a des problèmes liés à l'immigration en France, à le dire comme ça, d'une certaine manière, comme le dit le Rassemblement national, mais en proposant d'autres solutions? Alors non, c'est déjà, on ne le dit pas de la même manière que ce que dit je le pose la Rassemblement question. national, Ouais. parce que le Mais Rassemblement vous dites national... qu'il y a des problèmes liés à l'immigration ou non? Le Rassemblement national lie immédiatement ce sujet aux questions de terrorisme, aux questions d'insécurité. Ça n'est absolument pas notre propos. Par contre, ce que nous disons... Quand Emmanuel Macron dit la question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas, les bourgeois n'ont pas de problème avec cela. Ils ne la croisent pas. Ils ne la croisent pas, ils parlent de l'immigration. Les classes populaires vivent avec. Alors, de quoi parle-t-il à ce moment-là? Mais c'est de la vérité. C'est-à-dire, il nous a dit un peu une injonction en disant est-ce que vous voulez devenir un parti de bourgeois? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez vous embourgeoiser? Est-ce que vous voulez, en gros, faire comme si les difficultés n'existaient pas? Et de fait, moi je le vois dans mon département, dans les Yvelines, il y a un certain nombre de quartiers où on ne peut pas nier qu'il y a à la fois une immigration très forte, il y a eu des vagues migratoires très différentes et qui ont engendré des sujets qui sont très différents. Ça n'est pas la même chose l'immigration qu'on a connue dans les années 60, l'immigration qu'on connaît aujourd'hui. Il ne faut pas mélanger l'immigration avec les questions d'intégration qui sont nécessaires, avec les questions liées au droit d'asile. Donc il faut faire la distinction. Et oui, il nous a appelé, nous très fort, La République En Marche, à nous saisir du sujet en disant soit vous ne voyez pas le sujet, et ce sera un problème parce que d'autres le verront, et surtout d'autres le traiteront par des biais qui ne seront pas les nôtres, qui ne seront pas républicains, qui ne seront pas humanistes, soit vous le voyez, vous l'affrontez, et vous tenez cette ligne qui est une ligne et de fermeté, très claire, c'est-à-dire qu'à un moment, quand certaines personnes font l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il faut que cela soit exécuté, il faut revoir les règles applicables au droit d'asile, et avec humanisme, puisqu'on a toujours été une terre d'immigration et il est hors de question d'y renoncer, mais il faut que les choses soient extrêmement bien encadrées pour que ça puisse rester le cas. Ces derniers jours, un certain nombre de personnalités de la majorité avaient plus ou moins déjà donné le ton. Julien Denormandie, qui est le ministre chargé de la Ville et du Logement, avait dit on ne peut pas avoir du tourisme médical en France. Et Stanislas Guerini, qui est délégué général de La République En Marche, avait évoqué, lui, le cas de prothèses mammaires financées par l'aide médicale d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que la question précise de l'aide médicale d'État n'a pas été abordée hier par le président de la République, est-ce qu'il est question de revoir l'AME ?
L'aide médicale d'État, déjà, c'est une protection pour les Français. Oui. C'est une protection par rapport à des risques sanitaires, de populations qui viennent de loin, qui ont voyagé souvent dans des conditions épouvantables. Donc, c'est déjà protéger les Français que de permettre cette protection sanitaire. Ensuite, c'est une question d'humanité. On doit, de manière inconditionnelle, pouvoir soigner ceux qui ont besoin d'être soignés. Quand vous êtes à l'hôpital public, on vous demande pas votre carte bleue, mais on ne vous demande pas non plus votre carte d'identité pour vous soigner. Par contre, il y a probablement à revoir l'offre de soins qui est au sein de l'AME. Parce que si on veut que la solidarité nationale joue, c'est-à-dire que les Français acceptent de continuer à payer du fait de leurs impôts pour l'AME, alors il faut peut-être revoir l'offre de soins pour être sûr que ce sont vraiment les risques sanitaires, les sujets graves et immédiats qui sont pris en charge. Et ça, je pense que c'est un débat qu'on doit pouvoir avoir. L'extrême droite nous dirait « supprimez l'AME ». La gauche nous dirait « ne faites rien ». Nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut encore une fois que la solidarité nationale, la solidarité des Français joue à plein, il faut à un moment regarder les choses avec lucidité, y compris sur ce genre de sujet. La conférence des évêques de France s'engage dans le combat contre la PMA, la PMA pour toutes, pour toutes les femmes, contenue dans le projet de loi de bioéthique. La conférence apporte son soutien aux citoyens inquiets et parle même d'un devoir de manifester. Est-ce que l'Église de France vous semble dans son rôle quand elle dit ça ? Écoutez, nous les avons auditionnés, puisque nous avons auditionné dans le cadre de la commission spéciale les cultes qui ont bien souhaité être auditionnés. Donc ça a été le cas de l'Église catholique. Et nous sortons de 50 heures de débat en commission spéciale où nous avons adopté le texte. Après, l'Église, quelque part, fait ce qu'elle veut. C'est pas à moi de lui faire une injonction sur ce qu'elle a à dire ou ne pas à dire. Par contre, ça n'est pas non plus à elle de nous dire ce qu'on a à voter ou ne pas voter. Nous sommes dans un pays laïque et ce ne sont pas les cultes qui doivent décider de ce que nous devons voter ou non. Il y en a un engagement présidentiel très clair qui est qu'on souhaite ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes sans aucune condition ni d'orientation sexuelle ni de statut matrimonial. C'est ce que nous nous apprêtons à faire de manière extrêmement encadrée, évidemment, comme ça l'est déjà aujourd'hui pour les couples hétérosexuels. Et moi, j'espère qu'en tout cas, le climat extrêmement serein qu'on a connu pendant la commission spéciale va se poursuivre dans l'examen du texte en séance publique et que quand bien même il y a des appels à manifester, nous ne connaîtrons pas, en tout cas je l'espère, ce qui a pu exister en 2013 au moment du mariage pour tous, qui a été vécu comme quelque chose de très douloureux par beaucoup de Français. Rapidement, Aurore Berger, selon nos confrères du Figaro, le 11 septembre dernier, lors d'un séminaire gouvernemental, le président de la République aurait un peu sermonné ses ministres pour leur manque de résultats et une communication un peu défaillante. Et le quotidien nous dit même qu'il se serait doté d'une espèce d'application sur smartphone, sur mesure, pour suivre, quand il le souhaite, l'évolution des différents dossiers, des différentes réformes portées par les ministères. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces informations ? Alors, moi, je n'ai pas accès à cette application. Ça ne m'étonnerait pas que le président de la République, en effet, ait souhaité suivre au plus près la réalisation des réformes et la transformation de l'État. Ça me paraît légitime. C'est lui qui fixe les grandes orientations. C'est lui qui a permis notre élection sur un projet très clair. Qu'il veuille suivre la manière avec laquelle cette transformation se réalise dans chacun de ses ministères, je comprends tout à fait qu'il le fasse. Après, on a un gouvernement qui est au travail et je crois qu'il a prouvé depuis 2 ans qu'il ne chômait pas. Merci Aurore Berger. Bonne journée.